Depuis 6h30, vous nous suivez, mesdames et messieurs, et puis ça se poursuit le réveil matin de ce mercredi 8 mars 2023. Vous pouvez nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices par ailleurs, qui nous écoutent sur les différentes plateformes. Merci Agapit Napoléon Maforican. Nous sommes sur Parlons Gouvernance de ce 8 mars 2023. Ce sera exclusivement dédié à la Journée internationale des droits des femmes. Chaque année depuis 1977, il faut le rappeler, le 8 mars est consacré à la Journée des droits des femmes. Mais Agapit, une question banale. Pourquoi une journée pour la femme? Vous avez dit chaque année depuis le 8 mars 1977. En réalité, c'est bien avant. C'est bien avant, c'est des luttes des femmes en Europe et en Amérique du Nord qui ont conduit au début du XXe siècle, donc dans les années 1920, qui ont conduit un peu des mouvements socialistes, des femmes socialistes. C'est leur lutte qui ont conduit certains États à adopter le principe de fêter le 8 mars, une journée consacrée aux droits des femmes. Et donc le mouvement a pris de l'Amérique du Nord vers l'Europe. Et progressivement, ça s'est étalé. Déjà en France, en 1974, la France s'est dotée d'un ministère, par exemple, en charge de la condition féminine, par exemple. Donc on n'a pas attendu 77. Mais cette date était un peu, disons que le droit des femmes a été célébré un peu de manière éparse. C'est-à-dire que certains le célébraient dernier dimanche donc, du mois de février, d'autres le 19 février, donc de mars. Donc bref, et puis progressivement, certains ont adopté le 8 mars et les Nations Unies en 77 et se sont calqués également sur cette date. Et donc, tous les ans, le 8 mars est consacré par les Nations Unies aux droits des femmes. Des femmes. Voilà, mais les hommes... Vous demandez s'il faut... Pourquoi il faut fêter. Oui, les femmes, leur mouvement, c'est pour, disons, mettre fin à la ségrégation, à une certaine discrimination à leur endroit. Et ça, ce qui est important là, c'est exactement ça. Et moi, j'aurais bien aimé que cette journée eût comme appellation Journée mondiale de lutte contre la discrimination des femmes. Parce que quand vous dites les droits des femmes, c'est sectaire à mon avis. Moi, j'estime que la société, elle est un bloc hommes et femmes. Et j'ai l'impression qu'on surjoue trop sur les femmes. À la limite, on les instrumentalise. Dans une gouvernance, moi j'estime que la population c'est il n'y a pas de vieux pour moi, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de femmes à part, hommes à part, il n'y a pas d'enfants à part, de grands à part, il n'y a pas de filles à part, il n'y a pas de garçons à part. Pour moi c'est un bloc. Donc, lorsque, effectivement, pour régler les problèmes évidents des femmes, il y a des mouvements. Je pense que les mouvements se doivent d'être aussi précis que possible. Donc pour moi, est-ce qu'il faut fêter pourquoi une journée pour les femmes? Je vous l'ai dit, ça c'est l'histoire. Est-ce que c'est opportun? Pour moi, tel que c'est intitulé, je ne pense pas que ce soit des droits des femmes. Non, il y a des droits de l'homme, il y a des droits de la mère de l'enfant, il y a des droits de femmes. Pour moi, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Pour moi. Donc, si on reste dans ce principe, fêter une journée des droits des femmes, c'est encore se contredire. Parce que si le droit des femmes ont les mêmes droits que les hommes, une journée des droits des femmes est une journée de trop. De trop. Mais l'idée qui est derrière, c'est qu'il faut mettre fin aux discriminations basées sur le genre. Et là, je suis totalement d'accord que, en dehors de ce que les Saintes Écritures ont prescrit et que l'anatomie des hommes et de la femme, expose, parce que vous soyez croyant, ou sinon que vous soyez pas croyant, mais que vous soyez scientifique. Quand vous regardez un homme, vous regardez une femme, ce n'est pas la même morphologie. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne peuvent pas faire totalement les mêmes choses. La femme enfante, l'homme n'enfante pas. Par exemple. Donc, ça, c'est une évidence. Et ainsi de suite. Et dans les fonctions de reproduction, les deux ne font pas les mêmes choses. Ce qu'ils font est complémentaire. Et donc, il faudrait analyser ce principe à l'aune de beaucoup de choses et non dans l'émotion générale ou dans la huée collective en disant droit de femme. Quand on le dit ainsi, on ne perçoit pas que c'est deux êtres complémentaires et que
euh, la seule chose à laquelle il faut veiller, c'est les discriminations. C'est lorsqu'on rapetit la femme, c'est lorsqu'on la relègue au second rang comme si c'était une bête de somme. C'est lorsqu'on lui interdit tous les droits. Non. Si la femme est égale à l'homme, et la Constitution du 26 août 1977 l'a d'ailleurs dit, article 124, l'homme et la femme sont égaux en droit et en devoir. Donc, ça, c'est dire ça, au niveau de la loi fondamentale de la République populaire du Bénin. C'était la première fois que c'était aussi clairement affirmé. Vous voyez, donc c'est justement quelques mois après la décision des Nations Unies. Et tous les autres textes au Bénin, après la conférence nationale, le Bénin est parti à beaucoup de conventions sur les droits de femmes, les droits de mère de l'enfant. Le Bénin respecte cette journée. Le Bénin, disons, consacre la journée et il y a des festivités qui vont un peu partout, qui vont au-delà de ce que l'État. La journée est devenue une journée populaire où chacun se saisit de là. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait cet arrêt pour penser aux discriminations, à combattre les discriminations. Moi, donc, je voudrais vraiment qu'on se concentre sur ce qui fait l'objet donc de problématiques et non sur des droits particuliers aux femmes, dans une société où on dit qu'elle est égale à l'homme. D'accord, les hommes n'ont pas eu cette chance de bénéficier d'une journée, mais ma question est celle-ci, Agapit. L'État, selon vous, ne traite-t-il pas le genre ou les gens de façon inégale? Non, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Si à partir du moment où on parle de droits des femmes, alors que les instruments consacrent l'égalité de droits entre la femme et l'homme, je pense que c'est des discriminations qu'il faut combattre et non c'est les droits qu'il faut proclamer. Pour moi, combattre les discriminations, ce n'est pas la même chose que proclamer des droits. Les droits sont ensemble, mais je veux que ces droits ne sont pas respectés totalement. Et donc, certains ne proclament même des droits différents. Des droits qui avilissent, des droits qui déshonorent. Et donc, c'est là qu'il faut y aller, c'est là qu'il faut agir. Donc, vous voyez, dans notre société africaine, je pense qu'on a calqué beaucoup de choses sur l'Occident sans nécessairement réfléchir à leur originalité, à leur contenu, à leur utilité socio-culturellement, et dans l'équilibre de la famille également. Alors, est-ce qu'on a analysé ces phénomènes? C'est pas si bien. Est-ce que notre société calquée exactement sur le modèle occidental fonctionne correctement? Pas réellement. Il n'y a pas d'études réelles de terrain. Mais je trouve que lorsque on célèbre de droit l'homme et la femme, je suis d'accord. Lorsqu'on écarte la femme de là, c'est que pour moi, j'estime qu'on crée un dysfonctionnement sociétal qui parfois rejaillit sur les foyers, qui parfois rejaillit après sur les couples, et après donc rejaillit sur l'éducation des enfants. Et pour moi, célébrer le 8 mars, c'est une bonne chose, mais il faudrait qu'on puisse aller à l'éducation commune des autres, des deux. Il faudrait que les femmes prennent conscience que cette journée n'est pas une journée de droit particulier, mais de droit qui consacre en elle l'humanité. La femme est un humain, a droit à la vie, a droit au respect de sa dignité, a droit au respect de sa personnalité, a droit à un emploi, a droit à un nom, a droit à... Donc, il y a un certain nombre de droits dont elle... Mais après, en famille, moi, j'estime qu'il faut créer un équilibre qui n'est pas toujours transposable d'une société à une autre. Et là, je ne trouve pas que ce que nous faisons soit dans la durabilité et même dans la pérennité, parce que, comme vous devez le savoir, notre société, on la dent dure. On a une loi, la loi sur le mariage, le Code de la personne et de la famille de 2004, qui ne consacre pas facilement la polygamie, qui ne l'interdit pas absolument, mais donc il encadre à un certain niveau où, disons que c'est pratiquement l'interdiction. Aujourd'hui, est-ce que ces temps les couples se portent mieux qu'avant 2004? Il faut analyser. Et lorsque, devant vous, on permet des mariages d'homosexuels, de lesbiennes, et on dit qu'il faut combattre la violence basée sur les genres. Et quand on dit ça, c'est qu'on intègre en même temps des homosexuels et des lesbiennes. Ça pose un problème à la société. Il faut demander, mais alors, entre le polygame et l'homosexuel,
qui est le plus proche de la divinité. Voilà, Je ne tranche pas. Ça dépend de la position de Je chacun. ne tranche pas. Voilà. Mais j'estime, moi j'ai une éducation chrétienne, et j'estime que la société équilibrée voudrait qu'un homme plus une femme engendre. Et que le reste, c'est les déviances sociétales que nos États sont obligés parfois, au nom du principe de la liberté et des droits de l'homme, d'accepter. On les accepte ainsi. Pour moi, ça pose un problème à l'humanité, ça pose un problème de la famille, ça pose un problème de l'éducation des enfants. Et donc, ça pose donc la problématique de recentrage des batailles, surtout dans nos pays africains. On ne peut pas suivre l'Occident dans tout ce qu'il fait. L'Occident a sa culture, à son environnement, à son mode de consommation de ces choses-là. Nous sommes des Africains. Moi, je suis un Béninois fier de l'être. Et donc, je ne me retrouve pas systématiquement emballé dans le trait du mimétisme totalement occidental. La réalité de l'Afrique est tout autre. Vous le disiez si bien, il faut tout faire pour lutter contre l'inégalité, la discrimination. Dans nos universités, l'État, peut-on dire, a donné encore plus de pouvoir à la femme en mettant en place le contrôle, la délégation au contrôle et à l'éthique, Agapit Napoléon Maphorican. C'est aussi un instrument pour protéger la femme. Oui. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus de pouvoir? Non, c'est-à-dire que, en fait, ce dont il est question, c'est l'éthique. C'est l'éthique. Mais c'est. Puisqu'on n'a pas dit la femme, on a dit. Au contrôle et à l'éthique. Donc, la délégation au contrôle et à l'éthique. Voilà. Donc, les questions d'éthique vont au-delà des questions de la femme, à mon humble avis. L'éthique à l'université, la tricherie, la vente des épreuves, c'est quoi, ça va contre l'éthique de l'enseignant. C'est-à-dire la familiarité trop poussée entre l'enseignant et l'étudiant, ça va à l'encontre de l'éthique. Donc, il y a un certain nombre de postulats. Moi, ce qui m'a posé problème à ce niveau, c'est toujours quelle est la place de l'université elle-même dans la gestion de ce dossier. Que le groupe de choses en arrive à en faire un élément personnel, c'est que lui, Patrice Talon, est préoccupé par la situation et il a envie de le gérer. Mais quelle est la pérennité d'une telle structure? Pour moi, je pense qu'on a besoin de légiférer, peut-être, pour donner plus à l'université des moyens pour régler cette question durablement. Ici, pour moi, je trouve que c'est une solution transitoire. Il va falloir régler ça différemment. Pour le moment, le président Talon a voulu, c'est le chef de l'État, il a envie peut-être d'expérimenter un mécanisme. L'histoire nous dira quelle sera sa suite. Mais avec le temps, on verra bien si ça porte des fruits. Mais de manière globale, la question à régler, nos universités doivent être des universités propres. Des universités où on est fier de détenir des diplômes. Des universités où la femme est respectée. On revient encore à la question de la discrimination. Pour moi, c'est une question qu'il faut régler globalement. Dans la société, dans l'entreprise, dans l'école, à l'université. C'est à régler de manière globale. Voilà. Donc, trop de pouvoir à la femme, peut-être, quand c'est beaucoup de lois, ça, à mon avis, ça devient une abondance de lois. L'effet ne va pas être des effets escomptés. Il faudrait de manière globale. Il y a une loi contre les violences faites aux femmes en 2003. Je pense qu'il y a en 2006, si je ne me trompe. Il y a tout récemment, en 2011, en 2019 ou 2020, ou 2021, il y a une autre loi qui a complété la loi de 2003. On n'a pas de loi sur l'avortement, qui n'était pas une loi vraiment. Après, il y a eu la loi. Bref, lorsque c'est un peu trop, ça peut donner l'impression qu'on surprotège la femme. Et lorsqu'on va la surprotéger, elle n'est plus un être social. Elle devient un être un peu trop artificiel. Un peu trop artificiel. On doit, à mon humble avis, équilibrer. On doit permettre que la société, aussi en termes de rapport de force, les Saintes Écritures, la Bible comme le Saint-Coran, ne sont pas totalement opposés. La distance n'est pas aussi grande entre les deux. Quand, dans la Sainte Bible, on parle d'obéissance et de soumission. C'est donc on parle de l'homme et de la femme. Et de l'autre côté, c'est peut-être un peu plus poussé. Mais le contexte, c'est quoi? C'est que même si on veut quitter le seuil religieux, pour moi, dans la société, l'équilibre doit pouvoir être trouvé entre les différentes parties pour gérer leurs problèmes et que l'État encadre généralement, mais ne rentre pas dans des particularités du genre, le nom. Pour moi, porter 2 noms, 3 noms, 5 noms, tout ça là, à mon humble avis, l'État elle est un peu trop dans les détails. Et à mon humble avis, on est dans un pays d'analphabètes à plus de 50%. Et donc, on crée de nouveaux problèmes dans le tissu familial. Et ça ne sert à rien. La petite vie d'un couple,
c'est 50 ans maximum. Un couple, c'est 50 ans, frère. Alors, si pendant 50 ans, vous avez 20 ans pour éduquer les enfants, vous avez passé votre temps à des crises, à des conflits, parce que vous ne vous comprenez pas. Alors qu'il y a une organisation sociétale qui mettait en place un certain nombre de choses et qu'on peut combattre progressivement, enfin, où on peut combattre les dérives progressivement sans bruit, moi je trouve l'excision est combattue. Et ça fonctionne. Même s'il y a des seuils qui le font. Le seuil de réussite de lutte contre l'excision est quand même assez grand. On peut s'en féliciter. C'est encourageant. Mais ça, on n'a pas besoin de beaucoup de conférences. Il y a eu des manifestations, il y a eu des campagnes. Le Lévira a été interdit dans le code de la famille. Ça continue sur d'autres cieux. Justement. Sur d'autres cieux. Parce que, bon, elle n'a peut-être pas analysé totalement les tenants, les aboutissants. Et surtout, l'environnement sociologique lié à ça. Pourquoi ça? Donc, est-ce que c'est si négatif? Donc, moi, je pose cette question pour que l'équilibre entre l'homme et la femme au sein de la société se maintienne. Moi, je suis pour le respect de la femme en milieu professionnel. Je suis pour le respect de la femme dans l'université. En fait, je suis pour la lutte contre les discriminations. Donc, tout ce qui est discriminatoire, pour moi, non, toi, tu es une femme, tu ne peux pas assurer tes responsabilités. Ça, c'est discriminatoire. Non, toi, tu es une femme, viens d'abord avant l'homme, c'est discriminatoire. Dans les deux sens, c'est discriminatoire. Maintenant, on peut faire des petites... Moi, j'ai aimé, par exemple, la discrimination positive par rapport aux élections. Pour avoir aujourd'hui 28 femmes au Parlement. Justement, il a fallu ça. S'il n'y avait pas eu ça, on ne l'aurait pas eu. Mais Donc, la question que je voudrais vous poser, justement, en parlant de ces 28 députés Agapit Napoléon Mafaouikan à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est un pas vers l'égalité et la justice? non, la justice, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas parce que... et la justice, c'est de laisser tout simplement le système. Parce que la société produit sa justice et son injustice. C'est-à-dire, maintenant, l'État joue son rôle régulateur. Justement. En disant, oui, mais elles sont les plus nombreuses. Ah, il faut leur donner. C'est vrai qu'on a contrarié, on peut dire, oui, mais elles sont les plus nombreuses, mais pourquoi les partis des femmes n'emportent pas? Pourquoi le parti de Claudine Prudencio n'a pas reçu quand même un quart de suffrage des femmes qui ont voté? Pourquoi Marie-Élise Guédon en son temps n'a pas reçu? Moi, ils vont dire, ah, les hommes empêchent. Non, c'est pas vrai. C'est que les femmes elles-mêmes sont conditionnées de telle sorte qu'elles ne font pas ruer vers les femmes aussi. Parfois même elles se critiquent, elles se talochent. Donc, notre société est un ensemble qui ne voit pas que l'homme comme le prédateur, comme celui qui met les pieds sur l'évolution de la femme. Non, moi j'estime que nous discutons très peu. Il y a beaucoup de monologues et donc de décisions. Il faut. Ces questions sociétales et méritent grand débat, parfois, même des audiences foraines, des grands échanges, pour pouvoir dégager l'essentiel. Actuellement, je mets ce qui se passe sur toujours l'aspect de transition, longue transition. Mais après, il faut qu'on équilibre, il faut qu'on ouvre les débats sur des thématiques essentielles, centrales, pour qu'on puisse aboutir à des éléments probants qui nous permettent maintenant de légiférer. Donc, les femmes à l'Assemblée, non, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, parce que si vous les laissez, elles ne feront pas ça. Elles ne peuvent pas. Comme je l'ai dit, Claudine Prudencio, en parlant longtemps de parti des femmes, mais après, elle s'est ravisée, c'est parti des jeunes. Finalement, c'est plus les femmes. Mais lorsque vous prenez les femmes, qui sont les plus nombreuses dans la société, et plus les jeunes, qui sont la tranche la plus nombreuse, la plus en veuve, pourquoi le parti n'a pas gagné? Pourquoi le parti n'a pas eu tout au moins 10%? Ça veut dire que ce langage ne fonctionne pas. Les femmes ne veulent pas un parti à elles. Les femmes veulent être intégrées dans la société. Les femmes veulent être ensemble avec les hommes. Donc les hommes doivent leur créer les espaces, leur ouvrir les portes, leur tenir la main et les accompagner. Mais elles ne doivent pas non plus devenir des générales qui en imposent aux hommes. La société n'a pas été construite ainsi. Si on reste planté, la femme n'est pas la première créée. Donc du coup, il y a un équilibre également. Donc, il faut trouver le mécanisme. Et pour moi, le 8 mars peut servir à cela. Bon, c'est vrai, on va voir les femmes porter leur uniforme, danser, chanter. Nous-mêmes ici, je pense qu'on a... C'est pas condamnable. Non, du tout. Donc, je dis, pour moi, nous-mêmes ici, cette année, on a pensé à une réflexion sur un peu les femmes de télé vont aussi se produire. Très belle chose. Très bonne chose, voilà. C'est quoi? C'est pour marquer, c'est pour s'arrêter et réfléchir sur le thème de la journée. Le thème de la journée qui a trait à la digitalisation et à l'égalité des gens à ce niveau-là, au niveau de l'innovation et technologie. Voilà, donc l'innovation pour l'égalité des gens. Voilà. Donc, ça, moi, je suis en phase. Mais il faut poursuivre le débat.
faut pas qu'il y ait de monologue, hommes de côté, femmes de l'autre. Il faut ouvrir, il faut poursuivre le débat. Il y a beaucoup de choses. Il faut mutualiser les efforts. Sur lesquelles la femme est intrinsèquement apte à faire et des choses sur lesquelles l'homme est intrinsèquement apte à faire. Même les sociétés les plus ouvertes comme les États-Unis, combien de femmes ministres des Affaires étrangères de la femme, combien de femmes ministres de la Défense on a eu, combien de femmes générales conduisant une guerre on a eu. Ça vient. Ça viendra parce que la femme est venue bien après l'homme. Et même en Occident, les mouvements indépendantistes, tout ce que je dis là, c'est le 19e siècle, le 20e siècle. Sinon, avant, elles étaient totalement derrière la marche. Donc, on peut saluer les efforts. Moi, je trouve que le 8 mars se vaut. Se vaut. Si elle n'avait pas existé, il fallait bien la créer, créer cette date, et la créer, cette date. Et après, il faut savoir ce qu'on y met. Pour moi, journée des droits de la femme, non, la femme, on dit à leurs droits consacrés, journée contre la discrimination faite aux femmes. Là, je suis totalement d'accord. Quand on met une discrimination basée sur les gens, là, pour moi, comme je vous l'ai dit, on mélange les femmes avec les gays, les lesbiennes, là, sans discriminer. Moi, j'estime que je ne trouve pas ça. Dans nos sociétés en Afrique, on ne devrait pas suivre ces mouvements, on devrait totalement les combattre. Mais bon, je ne suis pas décideur et donc je reste maître de mon avis. C'est ce que je pense. Je saluerai volontiers d'autres pensées qui me contredisent. Et en parlant justement de la journée des droits des femmes, nous allons parler de Rosine Vieira-Soglo. Si elle était encore en vie, elle aura 89 ans ce 7 mars 2023. Nicéphore Dieudonné Soglo reste et demeure quand même attaché à sa femme. Il a pleuré sa femme ce 7 mars 2023. Agapit Napoléon Maforican. Faut-il pleurer toujours sa femme, notamment Rosine Vieira-Soglo? D'abord, c'est une brave dame. Et comme nous parlons des femmes, en voilà une qui a pu émerger dans le flot des hommes. Elle est quand même, elle est de Ouida. Elle a épousé un homme d'Abomey, elle-même le dit. Les gens, les das, les princes, les petits princes, les grands princes, les dignitaires, elle n'a pas eu la vie facile. Elle n'a pas eu la vie facile. C'est une brave dame qui a tenu, qui a maintenu et qui a fait avec son homme. Et Nicéphore Soglo, on peut dire que c'est un mari pour elle. En fait, la communion entre les deux est le symbole même de la famille, est le symbolisme qu'on peut vendre dans nos pays africains en disant oui, c'est vrai, ils ont beaucoup vécu à l'extérieur, mais oui, la femme peut conquérir elle-même son espace d'expression. Et Mme Vieira-Soglo a conquis son espace d'expression. On l'a vu le 15 mars 90, lorsque Nicéphore Soglo était installé Premier ministre, dans la dame au chapeau. C'était la première fois qu'on voyait une épouse d'un homme public. C'était rare. Mathieu Kérékou ne s'affichait pas avec son épouse, donc aucun ministre ne pouvait le faire, aucun président d'institution. En fait, le parti, c'est elle qui a pris l'initiative. Au moment où le président Houphouët-Boigny lui a dit, mais vous ne pouvez pas gouverner, vous ne pouvez pas gouverner sans avoir un choc. Vous devez vous appuyer sur un parti politique. C'est ça qui vous donne la main. Mais c'est Mme Rosine Soglo qui l'a fait. Soglo a demandé aux gens autour de lui, Mito Baba, personne n'âme, Patoupa, personne n'âme, Da Oyogoudjeman, que je salue par ici, qui est là encore, et qui va être là pour nous. Donc, tout ce monde-là, les avait contactés pour qu'ils réfléchissent sur les conditions pour créer un parti. Mais Mme Soglo a vu le plus loin. C'est elle qui a pris les devants. A amené son mari à faire la déclaration de Goro de 1994. Pour moi, c'était une déclaration de trop. Il faut nous rejoindre, car ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Donc cette formule était une formule discriminatoire, sectaire, à mon humble avis, qui a repoussé loin, et qui a sonné le glas presque de l'air Soglo. On a estimé que la chute de Soglo, en 1996, est due à son épouse, à l'activisme débordant de son épouse. Peut-être, politiquement, on peut dire que Soglo n'était peut-être pas aussi mûr, aussi anticipant, aussi proactif que son épouse, et qu'il a laissé peut-être, en tant que président, il s'est entouré de ses conseillers pendant que son épouse était esselée au Parlement, pas là, parce qu'elle avait été vidolée, et puis après elle est allée au Parlement. Bref, tout ça a pu nuire un peu à la gouvernance Soglo. Mais quand vous regardez, maman, comme on le dit, c'est une brave dame, c'est une Amazone, on peut le dire, poignante, combat au Parlement,
combat de l'égalité, de prise en compte de la minorité. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous demandez qu'une femme peut être intrépide, même si on ne partage pas tout ce qu'elle fait. Donc, jusqu'au bout. Elle a été pathétique jusqu'au bout, jusqu'à son décès. Elle a été active jusqu'au bout. Donc, c'est dire que on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'elle a fait, avec certaines de ses déclarations fracassantes, parfois de nature à embraser, disons, la cité, mais on peut saluer une brave dame et dire oui, il y a eu cette dame brave du Bénin. Et donc, en faire un modèle national, une Amazone qui mérite d'être suivie. Elle n'est pas seule, on peut en citer d'autres. Mais quand vous parlez de Christopher Soglo, je profite pour dire Roselyne Vieira Soglo en est une. Et peut-être qu'on peut consacrer quelque chose à elle. On peut consacrer quelque chose. Il faut peut-être célébrer Roselyne Vieira Soglo. J'espère que lorsque les passions ici et là vont s'éteindre, il va falloir célébrer Roselyne Vieira Soglo. Elle a été enterrée dans des conditions très sobres. Tristes. Voilà. C'était avec Covid, il y avait. Justement. Donc, je pense qu'elle mérite d'être célébrée. Il y a l'œuvre de Roselyne Vieira Soglo qu'on mérite de glorifier. Notre consoeur Clémentine Locolon a fait un documentaire sur elle. Mais au-delà de cela, Mme Roselyne Vieira Soglo est une brave dame qui mérite d'être célébrée. On n'est pas d'accord avec elle surtout, mais elle est une brave dame. Donc, c'est pour dire que oui, le président Soglo la pleure, c'est logique, c'est normal. Même à 200 ans, tant qu'on peut pleurer un être cher, pourquoi ne pas le faire? Même si on est chef d'État, tant qu'on peut le faire. C'est un être cher. Et je revois encore Bernadette Gantier sur la tombe, sur la dépouille de Monseigneur de Suzanne, ce jour de septembre 1999, à la sortie du corps de l'église Saint-Michel après la messe. Je regardais encore les larmes de Monseigneur, du cardinal Bernadette Gantier. Alors je dis, mais attends, un cardinal, il peut pleurer lui aussi. Alors je n'imaginais pas qu'à ce niveau, la débat, un évêque, il ne devait pas le faire. Et je vois le cardinal, mais c'était les larmes. Alors donc, les larmes sont aussi parfois libérateurs. Je ne veux pas dire libératrice, mais libérateurs. Et donc, c'est beau, moi j'ai aimé. Vous aviez aimé. J'aime bien ça. En tout cas, quand on voit le profil, quand on voit la détermination de Roselyne Vieira Soglo et tout l'héritage qu'elle a laissé, on pourrait quand même pleurer cette femme. Et qui a je pense qu'on l'a moins. En fait, elle n'est pas une femme facilement aimable. Elle a des humeurs. Elle a son caractère. Elle a des humeurs, elle a des caractères. C'est une femme de poing. Hein? Personnellement, je peux raconter des histoires personnelles avec elle, dans la cour de la Sénat, mais une belle histoire à l'intérieur de leur domicile aussi. Donc, je peux avoir des histoires qui ne sont pas qui se contre, mais qui montrent la nature de la dame. C'est une grande dame, j'avoue. Je ne suis pas de ses proches, mais je l'ai pratiqué, plus ou moins. Je l'ai, en tant que journaliste, en tant que chroniqueur parlementaire, en tant que journaliste, j'ai côtoyé quand même un peu. Et par la grâce des amitiés que le président Soglo nous faisait en tant que journaliste, je l'ai un peu approché, un tout petit peu, très peu, mais j'ai eu beaucoup de... En tout cas, je pense qu'on mérite d'être célébré un de ces jours. Merci. Hommage à Roselyne Vieira Soglo, mesdames et messieurs. Ce sera tout pour Parlons Gouvernance de ce 8 mars 2023. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous avons parlé exclusivement femmes dans ce numéro Parlons Gouvernance. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebénin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre chaîne YouTube eTélé Bénin, notre compte Twitter eTélé Live et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.